nous entrons dans une nouvelle séance, errance et exil et exiguïté sur la scène internationale. Et là, j'ai le plaisir de vous présenter Morgan Faulkner, qui, elle, va nous parler très particulièrement de l'intime et l'errance dans Mes hommes à moi. Corrigez, le titre exact de ce texte de Ken Bougoul, c'est Mes hommes à moi, et également D'écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau. Alors, Morgan Faulkner a terminé sa thèse de doctorat à l'Université Laval, il n'y a pas longtemps, c'était l'été dernier, 2014, où elle était membre d'ailleurs de la chaire de recherche du Canada en littératures africaines et en francophonie. D'ailleurs, je rappelle, c'est ce que je disais à François, qu'on va élire donc dimanche le ou la nouvelle secrétaire de la francophonie mondiale. Et nous avons une candidate, c'est Michaël Lejean. On va lui souhaiter bonne chance. Alors, la thèse donc de Morgan Faulkner a porté sur la métatextualité et l'idée du romanesque dans les œuvres de Patrick Chamoiseau, de Ken Bougoul et de Marie Ndiaye. Ndiaye. Très bien. On apprend tous les jours. Ouais. Et elle a co-dirigé l'ouvrage Roman francophone et modernité, qui doit être publié l'hiver de l'année prochaine, donc l'hiver 2015. Et elle est directrice également de la revue en création littéraire Maudit. Maudit, pas maudit. Elle est chargée de cours actuellement à Carleton University. Morgan. Merci. Alors, je vais commencer par dire quelques mots sur pourquoi j'ai choisi de rassembler deux auteurs si différents que Ken Bougoul et Patrick Chamoiseau, dont l'une est l'écrivaine sénégalaise connue d'abord pour son premier roman, Le Baobab Fou, et l'autre, c'est l'écrivain martiniquais, qui est souvent associé à la notion de la créolité. En premier, ce sont deux des trois auteurs sur lesquels j'ai travaillé sur ma thèse, qui est une raison assez superficielle, mais en même temps assez déterminante dans mon choix. Mais là, la problématique de l'exil est omniprésente dans les deux textes choisis, mais de façon très différente. Ken Bougoul aborde les vécus d'une Sénégalaise en France, qui négocie constamment son rapport entretenu entre les deux espaces. Pour Chamoiseau, martiniquais qui parle de la Martinique et de la littérature aux Antilles, l'exil est moins géographique que dans l'écriture elle-même. Tous les deux proposent des écrits sur l'intime qui interrogent des situations d'exil respectives. Pour Bougoul, il s'agit de comment créer un discours sur soi qui serait capable de tenir compte des expériences multiples d'une vie, et en l'occurrence d'une vie tiraillée entre la France et le Sénégal. Pour Chamoiseau, la question est comment créer un discours sur soi lorsque les écrits existants sur l'identité aux Antilles renvoient le narrateur nu à lui-même, apparemment. Et enfin, l'énonciation de l'intime s'organise dans ces textes autour d'un discours métatextuel qui ramène la problématique de l'exil et de soi vers celle de l'écriture de l'exil et de l'écriture de soi. Je vais ainsi procéder à examiner comment, dans Mes hommes à moi et Écrire en pays dominé, Bougoul et Chamoiseau usent du métatexte pour réfléchir sur l'écriture de l'être en situation d'exil, que ça soit géographique et ou intérieur. Alors, Écrire en pays dominé de Chamoiseau est un texte hybride, un peu à cheval entre roman et essai, qui problématise partout le sentiment d'être en dehors de quelque chose. Entendons les premières lignes de l'œuvre. Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve, du matin jusqu'au rêve, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes? Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie? Comment écrire dominer? En ce qui concerne Ken Bougoul, c'est le pseudonyme de l'écrivaine sénégalaise Marietou Mbaye Bilioma, qui veut dire en wolof « personne ne veut ». Dans Mes hommes à moi, le sujet de l'exil se manifeste d'abord dans l'introspection de la narratrice, une Sénégalaise qui vit en France et qui séjourne à Paris. Celle-ci se déclare en situation d'errance. Je cite « Je n'avais plus de pays depuis plusieurs années. Je n'habitais nulle part et je me sentais partout comme chez moi. Un exil perpétuel qui me convenait. »
Alors si cet énoncé suggère que la narratrice est en paix avec son errance, l'obsession qu'elle éprouve à l'égard du désir de comprendre son histoire suggère qu'il est aussi source de malaise. Le récit de soi est déclenché dans Écrire en pays dominé, lorsque le narrateur énonce son désir de se libérer d'une domination qui pèse sur son écriture. Il se tâche donc d'interroger son écriture afin de définir plus précisément cette domination pour pouvoir s'en affranchir. Par la mise en scène du personnage de l'auteur, le narrateur au jeu fait un bilan critique de ses lectures de jeunesse et de sa propre émergence en lettres. Il se concentre notamment sur les courants littéraires provenant des Antilles, les écrits coloniaux, ceux des doudous du début du XXe, et le mouvement de la négritude en l'occurrence. Dans sa critique, le narrateur insiste sur l'impression d'aliénation et de domination symbolique dont chaque vision de la Martinique contient dans ses écrits. L'individu entier est expliqué, selon lui, par le discours colonial, qui enlève à l'être son opacité et sa complexité humaine. Il est simple chez les doudous. Quant à la négritude, un pas important face à un monde raciste, le narrateur affirme que le mouvement et ses écrits le font stagner dans sa compréhension de soi-même et de l'espace entier tel que lui le voit. Sur ce, le narrateur tisse à son bilan de lecture une réflexion sur ses premiers écrits, où il privilégie l'imitation d'autres auteurs et n'interroge pas le rapport du texte au monde. Par le retour sur sa trajectoire, le narrateur semble dire qu'un lieu de domination et d'aliénation peut être le langage littéraire, le langage qui crée des discours clos, qui tente d'expliquer l'autre, qui manque de retour sur soi. Dans le plus récent roman de Ken Vogel, le lecteur est tout de suite plongé dans le monologue intérieur de la narratrice. Une matinée à Paris, la narratrice écoute du tango et entre, comme elle dit, dans son jardin intérieur. L'introspection fait l'objet central du récit et s'énonce tout d'abord autour d'une série de désirs. Ne plus jouer à celle qu'elle n'était pas, parler d'une chose qui l'avait touchée dans son intimité profonde, régler le problème de sa sexualité, et puis elle aimerait trouver un homme qui lui rappelle à la fois son père et son frère, d'où le titre « Mes hommes et moi ». Arrivée au bar chez Max, où le reste du roman se déroule, les pensées de la narratrice errent entre souvenirs de jeunesse au Sénégal et le présent au bar. École coloniale, acculturation, perte de repères, transition du pays après les indépendances, les modes, désir d'une famille absente et immigration sont tous parmi les thèmes qu'elle aborde. La narration du monologue est interrompue à maintes reprises par les histoires et les dialogues des autres clients au bar, par la traversée de questions sur l'être, qu'est-ce que l'amitié, être femme, être immigrée. Aussi, la tracée de son itinéraire situe la narratrice toujours dans l'histoire par des digressions sur le contexte autour d'elle. Les questions et les complexités s'empilent pendant que la narratrice tente de tout isoler afin de s'expliquer. Une seule certitude émerge, écriture, soi et société. La narratrice n'est capable de fixer ou d'isoler ces éléments. Alors les deux romans déplacent l'accent du récit de soi vers des problématiques, comme j'ai dit, de l'écriture du soi, où il paraît impossible de créer un discours sur l'être sans éclairer le fait que l'écrire est un problème. Il est problématique dans l'œuvre de Chamoiseau parce que le discours sur soi a, dans le contexte entier, été élaboré selon le regard de l'autre, a été chargé de cette idéologie. Problématique dans le roman de Vogel parce que l'individu qui s'analyse s'efforce de tenir compte à la fois de l'immédiateté de sa prise de parole et de toutes les expériences, individus et lieux passés qui l'alimentent. L'accent est ainsi tiré sur l'énonciation des textes, sur l'histoire de l'histoire, comme le dit la narratrice de Mes hommes à moi, où la fiction raconte dans ce cas sa propre genèse. Chamoiseau et Vogel intègrent donc à la fiction un discours sur le discours, qui maintient l'interrogation sur une situation d'écriture problématique à la surface de la narration. Le métatexte, c'est-à-dire le commentaire critique sur le texte, s'exprime dans l'œuvre de Chamoiseau sous forme de mise en abîme de l'auteur, de multiplication de sa voix, de commentaires explicites sur l'écriture en cours et des synthèses critiques d'autres livres. Le narrateur, ainsi, soulève des questions qui, je cite, troublait le roman en cours. Il prend des notes au fil du texte dans l'objectif d'en faire un jour un ouvrage impossible. Des définitions de l'écriture traversent le texte, notamment, je cite, « L'écrire, c'est un peu inventorier en soi.
explorer les béances d'une autre géométrie, relier le connu aux inconnus, et ainsi de suite. Chamezeau met en scène des personnages explicitement manipulés et inventés en fait par le narrateur, dont chacun fait partie de son moi et contient une problématique d'écriture singulière. Le marqueur de parole, décrit comme une pauvre scribe qui compte de capter une fluidité dans un langage entre écrire et compter. Il y a aussi le guerrier de l'imaginaire qui lutte contre toute forme de domination, éclaire notamment la violence langagière, l'un, l'absolu, la certitude, la vérité. Le driver, ou le driver comme on dit plus en Europe, qui n'a pas de certitude, qui erre à travers le brouillage intérieur des nouvelles conditions d'existence. Ensemble, ces problématiques et points de vue font jaillir la complexité du regard du narrateur. Et par ses commentaires sur l'écriture, le narrateur élabore une sorte de théorie sur sa propre fiction, en rapport avec une esquisse de retour sur soi. Faire l'inventaire de soi, pour cerner pourquoi et comment le narrateur est devenu l'écrivain qu'il est, éclairer notamment ce qui a formé son imaginaire, et tout réinterroger, surtout toute certitude sur le monde et ensuite errer. Oser errer dans les incertitudes pour créer un langage ouvert, opaque, singulier. Pendant qu'il élabore une vision de la littérature qui lui est propre, l'auteur-narrateur réfléchit également sur l'essence du romanesque, à l'emploi de la fiction au service de l'examen de l'existence, à la polyphonie, soit à la possibilité de créer une pluralité de voix à partir de son jeu, et aussi au dialogisme. L'œuvre interroge à la fois qu'est-ce que le texte littéraire en général, et qu'est-ce que ce texte. Je vais passer à Ken Vogel. Comme chez Chamezeau, le métatexte traverse le roman de Vogel sous forme de mise en abîme, qui est souvent explicitée par le thème de fabriquer des histoires, qui revient très souvent dans le contenu du récit. La narratrice fabrique son personnage fictif, elle souhaite dessiner le portrait des autres et inventer leurs histoires de vie. La mise en abîme instaure dans le texte une auto-analyse qui est double. C'est l'analyse de l'individu qui interroge ses relations amoureuses et familiales, son ancrage dans les sociétés où elle a vécu, et celle du roman qui interroge ses propres pratiques, sa genèse, son rapport à l'histoire et aux personnages. Cette double réflexion est approfondie par un questionnement sur la relation entre la vie et la littérature. Pendant que l'auteur de Mes hommes et moi aborde la vie dans la littérature, sa narratrice voit la littérature dans la vie. Le bar chez Max est décrit comme une scène. La narratrice joue à un jeu et observe les individus, chacun à leur place, comme Madame Michel, seule dans son monologue, et Monsieur Pierre, dont son attirance selon la narratrice réside dans le personnage qu'il représentait. Dans des maisons au Sénégal, copiées sur le monde colonial, elle affirme que tout était une mise en scène. Vogel donne à voir la vie comme un texte à décoder dans ce portrait romancé d'une vie. Une autre fois, nous voyons que l'introspection entreprise dans Mes hommes à moi est toujours doublée d'un questionnement sur l'écriture du soi, et tout particulièrement sur les frontières entre l'écriture et le soi. Chamezeau et Vogel inscrivent tous les deux une réflexion sur le romanesque dans leur texte. Ma lecture rejoint dans cette optique la pensée d'Antoine Compagnon sur le métatexte, selon qui, je cite, « L'autocritique a pour fin de réduire chaque art à ce que son propre médium a d'unique et d'essentiel, de renouer avec son fondement authentique. » Chamezeau explore, sous le motif du roman impossible, l'impossibilité d'élaborer quelconque vérité sur des dominations, telles la colonisation, l'esclavage. Or, l'exploitation d'un personnage fictif, le vieux guerrier, qui tient en lui le souvenir de ces dominations et qui dialogue avec un auteur, présente le roman comme un puissant outil d'analyse d'une réalité impossible à totaliser. Pour Vogel, le désir de maîtriser le soi annoncé dans le texte est vu comme un objectif impossible. Ce fait est souligné avec insistance par le métatexte qui rappelle sans cesse la distance entre la vie et l'œuvre. Comme chez Chamezeau, l'enjeu est peut-être ailleurs. Un enjeu dans ces deux romans forts digressifs me paraît être d'éclairer une cohérence propre au texte, mais de manière qui ne tente pas de résoudre toutes les questions lancées dans et par les romans. Digressif, le roman de Vogel erre entre souvenirs de jeunesse et le présent, se plonge dans des anecdotes sur le passé colonial au Sénégal, sur le mouvement hippie qu'elle expérimente en Europe, sur la politique post-indépendance, sur la promotion de l'art africain.
Elle erre également entre histoire de soi et histoire des autres. Ou encore, la forme du roman oscille entre monologue intérieur, poésie en prose, discours autobiographique, historique et de l'essai. Le tout se rassemble autour du questionnement sur comment écrire le soi, dans son contact avec la société, elle aussi en mutation constante. La narration digressive dresse alors le portrait éphémère, fluide, d'un individu au présent, qui ne peut s'isoler de la société pour pouvoir s'écrire. Aussi, l'identité n'est pas vue comme une forme culturelle perdue, mais comme une histoire qui continue à se constituer par l'accumulation d'expériences et de rencontres. Également digressif, le texte de Chamoiseau est constitué de 3 fils apparemment distincts qui s'interrompent tout au long du texte. En premier, on a la narration autobiographique du narrateur qui raconte son émergence en lettres, ainsi que son rêve d'une écriture retenant en elle la présence des multiples peuples et histoires antillaises. En deuxième, il y a les notes sur un roman impossible, intitulé « Inventaire d'une mélancolie », dont l'héros est le vieux guerrier. En troisième, il y a la narration qui est interrompue par des synthèses de livres de multiples provenances et époques. Je vais donner un seul exemple sur mon grand-père Faulkner. Je cite « L'absence-présence amérindienne, l'opaque des noirs esclaves, dans ce tragique aveugle, tenter l'impossible parole. » Chacun de ces 3 fils renforce en effet un questionnement sur comment écrire dans un langage opaque qui maintient l'incertitude et la complexité autour de son sujet, autour de son objet d'étude, en l'occurrence lettres. Sous apparence des digressions, Chamoiseau et Bougoul répètent et renforcent des problématiques précises, cohérentes. Un deuxième enjeu majeur est que le métatexte tire l'attention sur le contexte d'émergence des romans. Chamoiseau, sous prétexte d'élaborer un essai sur l'écriture en pays dominé, crée sa biographie d'auteur. Il analyse son héritage littéraire, son évolution d'auteur, et il affirme la pertinence de son propre projet littéraire face à cette histoire. Bougoul, sous prétexte de la quête du père et de perte de repères culturels, interroge la généalogie trouée de son personnage, mais également celle du roman. Notamment, l'intertexte des autres romans de Bougoul traverse le récit et montre tout un inventaire de son œuvre complète. Il y a aussi un intertexte que je ne vais pas approfondir, d'autres auteurs, dont Sandan Ousmane, Toni Morrison, Calix Abeyala, qui finit par présenter le roman comme une histoire qui a été construite en contact avec les histoires des autres, tout comme la vision présentée de la vie, selon la narratrice, qui médite sur le sens des rencontres avec des étrangers un jour dans un bar où se croisent leurs histoires. Le roman, comme l'individu, a une histoire qui est interrogée dans le texte. Ces 2 romans, annonçant le désir de meilleure saisie de l'être, arrivent peut-être à ce plus grand niveau de compréhension par le fait de situer l'émergence de leur prise de parole, de commenter leur héritage social, littéraire, et de prendre position sur la pertinence de leur écrit dans leur contexte respectif. Enfin, un troisième enjeu est que les 2 romans élaborent une vision de la littérature. Chez Chamoiseau, le retour constant sur soi, sur le discours du roman, exprime à la fois une éthique et une esthétique du roman. Contre tout discours clos qui vise à dire l'autre, Chamoiseau favorise l'autocritique et l'incertitude, qui engendre pour lui une attitude ouverte face à l'écriture de l'être et de ne pas enlever à l'individu sa dose irréductible d'opacité, pour le citer. L'auteur affirme la pertinence d'une telle vision à l'égard de l'histoire littéraire aux Antilles. Elle recherche donc une écriture qui ait du sens dans ce contexte. Bougoul montre que son roman contient une interprétation de la vie sociale comme l'entrecroisement des histoires des individus. Dans cette vision, le contact avec les autres complète l'histoire individuelle, mais la garde également dans l'impossibilité de la comprendre entièrement. Une partie de l'histoire reste toujours en dehors d'elle. Bougoul élabore donc une esquisse dans son roman, non pas pour maîtriser le soi ou l'autre, mais pour comprendre cette dynamique immaîtrisable de la société dans laquelle erre son personnage. Alors, pour ramener en conclusion à mon propos un peu plus explicitement à la problématique du colloque concernant les écrits de l'exiguïté en rapport avec le contexte de mondialisation et d'exil, Chamoiseau et Bougoul proposent 2 manières de réfléchir sur l'identité intime en situation d'exil géographique et intérieur.
En l'occurrence, il problématise la possibilité d'écrire l'être en contact avec les autres cultures du monde, y inclut les violences dans les rapports. Les narrateurs-auteurs rêvent d'une écriture affranchie de toute aliénation et idéologie dominante, d'une écriture qui puise profondément dans la singularité de l'expérience unique du sujet racontant et raconté. Chacun trouve sa voie dans l'errance. L'errance est géographique chez la narratrice nomade de Bougoul. Elle est formelle dans ces deux textes à forte tendance digressive. Et enfin, elle exprime une recherche de formes d'écriture qui résonnent dans le contexte social, culturel, historique et personnel de l'auteur-narrateur et de l'émergence de son œuvre. Alors, je voulais souligner au cours de cette communication le rôle du métatexte, qui sert non seulement comme outil d'examen du texte, donnant, je cite, du bois à voir les indices de son collage, mais aussi comme esquisse pour mener une enquête sur soi. Le retour constant sur les récits souligne la tentative de saisir, par l'acte de raconter, la trajectoire singulière de l'individu dans l'histoire. C'est grâce au discours métatextuel que le désir de compréhension de nos deux auteurs se mue en recherche sur les possibilités du roman à en parler et à en tirer des conclusions, même si ces conclusions tournent autour de l'impossibilité de tout comprendre. Alors sur ce, je vais conclure sur une petite citation que j'ai trouvée de Milan Kundera dans son art du roman, sur la recherche identitaire dans le roman qui me paraît en décrire avec justesse ce que font ces deux œuvres à l'étude. La quête du moi a toujours fini et finira toujours par un paradoxal inassouvissement. Je ne dis pas échec, car le roman ne peut pas franchir les limites de ses propres possibilités. Et la mise en lumière de ces limites est déjà une immense découverte, un immense exploit cognitif. Je m'arrête là.